Laurent Lebon, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de nous recevoir chez vous au Centre Pompidou, dans vos, Alors chez dans nous, vos bureaux. car vous savez que nous sommes au Centre national d'art et de culture, il y a beaucoup de débats sur le mot national en ce moment. Bah ici, on a une définition assez simple, c'est une maison pour toutes et tous. Voilà, et donc sentez-vous chez vous ici. Merci beaucoup, je vous remercie. Je voudrais commencer par une citation de l'éducateur, du pédagogue du XVIIe, XVIIIe siècle, Johann-Henri Pestalozzi. Et voilà ce qu'il souligne: c'est par mon cœur que je suis ce que je suis. Et vous, Laurent Lebon, qui êtes-vous? Alors, presque deux questions en une. Qui je suis? Bah écoutez, je crois qu'il n'y aura pas trop de l'interview pour que vous m'aidiez à accoucher, en bon maïoticien que vous êtes. Voilà, ce que j'essaye d'être en tout cas dans cette maison, c'est à l'écoute, et d'être un passeur au service de l'art et des artistes, au service d'une équipe. Nous sommes 2200, donc évidemment c'est un paquebot. Voilà, et donc il faut essayer de trouver le cap, et donc on essaye d'avancer. Après, par rapport au cœur, évidemment, c'est une vraie question, une question fondamentale que chacun, évidemment, se pose, j'imagine, notamment en début de semaine comme aujourd'hui, pour finalement réfléchir à comment être positif. Voilà, on parle beaucoup de feel good aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, sinon que je crois qu'au fond, l'art et la culture nous aident peut-être à être feel good. Voilà. Enfin, en tout cas, je crois qu'on a tous en nous quelque chose du Centre Pompidou, pour celles et ceux qui ont la chance de le connaître. Voilà, et donc on essaie d'être une maison. On retrouvait récemment une citation de Francis Ponge qui parlait de poumon, de cœur. Voilà, donc justement, on a trouvé cette définition de moviment. Et il a dit, le Centre Pompidou, c'est un moviment. C'est un mot valise, un petit peu, finalement, comme si on associait le monument et le mouvement. Voilà, bah finalement, la systole-diastole nous correspond bien en ce qui concerne l'actualité cardiaque. Et quelles sont très rapidement, vraiment très rapidement, les grandes lignes de votre carrière professionnelle? Bon, écoutez, ça va être très rapide. 30 ans au service de l'art et des artistes, voilà. En passant par le ministère de la Culture, cette maison où j'ai eu la chance de travailler, le musée Picasso plus récemment, et puis une belle aventure en Lorraine pendant une dizaine d'années où j'ai eu la chance de créer avec d'autres le Centre Pompidou de Metz, qui est une des premières initiatives de rayonnement en région de notre belle maison. Rayonnement pérenne, puisque Oui. c'est une architecture évidemment. Nous sommes tous les jours sur le terrain de l'action, puisque contrairement à ce qu'on pense, le Centre Pompidou n'est pas parisien. Nous sommes au service de toutes et tous, comme je l'indiquais, et nous avons un Centre Pompidou à Shanghai, un Centre Pompidou à Malaga, bientôt peut-être un autre à Bruxelles et à Jersey City, et puis Metz, qui est évidemment une place justement chère à mon cœur. Super. Alors, Laurent Lebon, quelques questions de sémantique pour vraiment entrer dans le cœur du sujet. Comment définissez-vous, premièrement, l'art contemporain? Deuxièmement, qu'est-ce qu'un artiste? Et troisièmement, vous identifiez-vous à un artiste? Êtes-vous un artiste Ah, avec la fonction que vous avez? ah oui, alors, je croyais que notre interview ne durait que 30 minutes. Elle va durer 30 minutes. Donc, je crois que là, c'est déjà trois questions pour plusieurs séminaires. Bon, écoutez, l'art contemporain, il y a mille manières de le définir. Évidemment, je serais tenté de vous répondre par une boutade, c'est l'art d'aujourd'hui. C'est l'art de tout type, de toute personne, de tout milieu. On sort, on va trouver de l'art. C'est vraiment la grande révolution duchampienne, je crois, du XXe siècle, qui dit qu'au fond, en inversant un peu le processus, que c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Le truc, c'est que si vous êtes seul regardeur, évidemment, en termes d'esthétique, il va falloir quand même trouver un petit peu d'harmonie. Mais la tentative, je ne sais pas si ça sera une question de recherche du beau universel, on s'aperçoit qu'en fait c'est une notion quand même très complexe. Peut-être qu'on va s'accorder et encore pour dire qu'un soleil couchant pourra être le beau. Mais bon. Donc l'art contemporain, pour y revenir, parfois un peu rapidement, on le considère comme une catégorie, ce qui est à mon avis une erreur, parce que ça le stigmatise. Pour certains, c'est quelque chose d'inaccessible, qu'on ne comprend pas. Et là, à mon avis, ça serait une très mauvaise définition. Au fond, une autre définition peut-être plus simple, c'est la définition chronologique.
pour le dire vite, un art qui daterait des années 60-70, un moment où il y a eu un basculement dans la définition justement du beau, dans la définition du rapport à la vie, dans la définition du rapport au corps. Mais là encore, dans une maison comme le Centre Pompidou, on n'a pas souhaité de rupture. On défend un art contemporain parce qu'on y montre aussi Matisse et Picasso. Qu'est-ce qu'un artiste? Comme on se retrouve de bon matin, une définition qui me vient à l'esprit, c'est justement cette personne qui se lève et qui, contrairement à 1000 autres métiers, mais est-ce vraiment un métier, se dit qu'il va devoir changer le monde. Pas facile, parce qu'il n'est pas président de la République, il n'est pas PDG, mais il doit changer le monde par l'art. Et là, je crois qu'au fond, c'est sans doute une des fonctions les plus nobles de l'être humain, ce qui nous différencie, je crois, fondamentalement de l'animal, même s'il y a eu des tentatives de définir une sorte d'art animalier. Mais je crois fondamentalement que pour répondre à votre troisième question par cette boutade sur la deuxième, nous sommes des artistes frustrés. Parce que justement, le matin, j'ai grand plaisir à répondre à vos questions, mais j'aurai bien sûr toute incapacité à changer le monde. Voilà. Pensons à tous les grands génies artistiques, Mozart, Léonard de Vinci, Michel-Ange, et surtout peut-être plus anciens, je pense notamment à ces artistes des grottes paléolithiques, puisqu'au fond c'est une des grandes révolutions du XXe siècle. Au fond, pour celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir les visiter, on s'aperçoit que quasiment tout est là. Et je crois peu au progrès en art. Je crois au fond qu'il y a autant d'émotions dans la grotte Chauvet que justement dans la dernière création de l'art contemporain dans une galerie à côté d'ici. Alors ce qui était intéressant, une petite remarque sur ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est l'art qui permet de changer le monde ou c'est notre regard sur l'art qui, je dirais, permet de changer notre regard sur le monde? Les deux, mon capitaine. Je crois que justement, dans une logique de révolution sociologique, je crois qu'on est vraiment passé du créateur au regardeur, je crois, au XXe siècle. Je crois ce qu'on a appelé un peu rapidement la sociologie de l'art, sans faire du Bourdieu de bas étage. Je crois que c'est vraiment parce qu'il y a une dialectique entre le créateur et le récepteur qu'on peut vraiment avoir un autre rapport au monde. Voilà, je crois qu'au fond, le créateur seul dans son grenier qui tente de changer le monde, j'y crois pas trop. Le créateur oublié, il y en a sans doute un ou deux, mais je n'y crois pas trop. Non, c'est justement parce que, comme on le dit beaucoup aujourd'hui, il y a un écosystème que ça crée sens. Alors, à l'instant, vous parliez des nouvelles technologies, en tout cas de la modernité. J'ai beaucoup réfléchi sur Walter Benjamin, ce grand philosophe Walter Benjamin, qui finalement dénonce un peu l'invention des nouvelles technologies dans l'art, parce qu'il souligne que l'art, par les nouvelles technologies, tend à perdre son aura et lui substitue un art de masse. C'est son expression, un art de masse. C'est-à-dire que pour lui, le véritable art serait l'art qui rendrait, qui donnerait le beau, qui donnerait du beau ou qui donnerait le beau. Et Benjamin souligne que finalement la nouvelle technologie, nous en parlions juste avant l'interview, l'éthique en intelligence artificielle, tout ce qui arrive dans le monde. Est-ce que pour vous, les nouvelles technologies continuent à être au service de l'art et qui plus est du beau? C'est ce qu'on disait un petit peu sur le progrès en art. Je crois qu'au fond, Walter Benjamin, aujourd'hui, parfois peut être vu tout petit peu comme avoir raté un combat. Mais qui suis-je pour dire ça? Mais je pense que vous faites référence notamment à toutes ces réflexions sur l'art à l'ère de la reproductibilité. Bon, moi, par exemple, j'aime beaucoup le monde du multiple. Je crois qu'au fond, on le voit dans notre maison. Il y a eu un moment où il y a eu une sorte de rapport à l'art avec une hiérarchisation. Pensons même, pour revenir un peu en arrière, au moment où l'académie, dans notre pays, a précipité les choses. Je ne parle pas de l'académie d'aujourd'hui, je parle de celle du XVIIe siècle, qui créait cette hiérarchie entre les arts. Aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a encore beaucoup dans les têtes cette hiérarchie, un peu comme un impensé. Mais ce qui nous passionne, c'est de prendre autant d'intérêt à, justement, et vous ne l'avez sans doute pas fait par hasard, nous installer dans ce magnifique fauteuil de Le Corbusier, qui est un multiple, on le voit bien, et de regarder un Picasso. Voilà, je crois que c'est ça qui fait la science. Et j'ai pas peur dans le progrès technologique. Comme je le disais tout à l'heure, je suis certain qu'on verra autant d'intérêt dans des aspects qui aujourd'hui peut-être nous paraissent plus difficiles à appréhender,
que justement dans ces fresques de Michel-Ange ou dans ces grottes paléolithiques. Et donc, selon vous, il n'y aurait pas de... Les nouvelles technologies ne dénatureraient pas? Non, Non, d'accord. absolument pas, parce que je crois que toute l'histoire nous prouve l'inverse. Pensez au débat, si on prend un peu de recul sur l'imprimerie. Voilà, je veux dire, au moment où on a pensé que les gravures et autres, pensez, il y a eu cette très belle exposition récemment sur les origines du cinéma au musée d'Orsay, bah pareil, bon, bah, tout ça montre qu'en fait, non, évidemment, tant qu'il y a une intentionnalité artistique, pour parler un peu comme Kandinsky, peu importe le médium. Alors, vous me faites penser à Merleau-Ponty. Vous avez peut-être presque une certaine, je dirais une certaine connivence avec Merleau-Ponty parce qu'alors, pour lui, il dit Vous allez que... faire rougir, heureusement qu'on est dans un contexte rouge. Voilà. Parce que, en fait, Merleau-Ponty va définir la fonction de l'art pour lui, c'est de créer, objectiver, projeter, arrêter. C'est-à-dire que l'art devrait avoir ces trois fonctions. Et il souligne que si l'art a ces trois fonctions, il va venir s'enraciner dans d'autres consciences. C'est-à-dire que lorsque nous voyons une toile, une sculpture, etc., nous devons être, pour Merleau-Ponty, à la fois émerveillés, mais émerveillés dans tous les sens du terme. Ça peut être émerveillé dans le sens de déstabilisation, etc. Est-ce que pour vous, la première fonction de l'art, c'est d'éclairer les consciences? En tout cas, l'idée du choc, l'idée d'émerveillement, l'idée de ce qui nous distingue du quotidien, fondamentalement, je pense que dans les trois verbes que définit Merleau-Ponty, on est au cœur de la perception esthétique, bien sûr. Je crois que c'est comme ça qu'on a une petite conscience de ce qu'est l'art, de comment on va pouvoir peut-être le distinguer. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et je reviens un petit peu 5 secondes à cette révolution du Champienne, je pense que Marcel Duchamp n'a pas encore été totalement analysé. Je pense qu'on l'a parfois caricaturé, mais je pense qu'il renvoie aux oubliettes énormément de conceptions, j'allais dire, un peu classiques de l'esthétique. Et notamment cette tentative impossible de la définition du beau, qui a beaucoup moins de sens évidemment aujourd'hui. Dans tout ce qui est passionnant dans la création aujourd'hui, beaucoup n'a pas rapport au beau. Voilà, c'est au contraire de l'art qui va nous aider à réfléchir sur le monde. C'est ce qu'on a appelé un peu rapidement dans les années 60-70 l'art conceptuel. Oui. Voilà, mais pour moi, il y a autant de magie dans une démonstration mathématique que dans un coucher de soleil peint par Monet. Mais alors, depuis tout à l'heure, vous utilisez le concept de beau. Quelle définition donneriez-vous du beau? J'ai bien l'intention de vous écouter sur ce sujet, car je serais bien incapable de bon matin, malgré les excellentes chouquettes. Contrairement à ce qu'on peut penser, et peut-être que vous allez me prendre pour pétri de contradiction, je pense que le beau n'est pas mort. Voilà, Le beau n'est pas mort. voilà, il y a eu tendance justement dans cet art contemporain, et quand vous lisez des penseurs plutôt réactionnaires, voire même aujourd'hui dans le débat politique, hein, on sent certains dire mais non, il n'y a plus de beauté, tout ça nous échappe. Non, notre regard est toujours bouleversé. Prenez un exemple qui est simple, c'est le centre Pompidou par exemple. Combien le centre Pompidou a changé notre regard sur Paris. C'est un autre philosophe, Michel de Certeau, je crois, qui disait « Qui aime le centre Pompidou aime la ville ». Et au fond, il a renversé notre regard sur la ville. Aujourd'hui, je pense qu'on serait bien incapable de construire le centre Pompidou au cœur de Paris. On n'en aurait plus le courage. Ah oui. Les lois Oui. seraient trop dures pour... voilà, il a fallu une vision. Même si aujourd'hui, je pense que le centre Pompidou fait encore débat. Mais beaucoup moins qu'il y a 50 ans, 45 si on est précis, puisque le centre a été créé en 77. Et aujourd'hui, le centre Pompidou est presque devenu un monument, alors qu'il avait été pensé pour être un anti-monument. Et donc là, on pourrait faire un sondage, on verrait des personnes dire « Ah ben non, le centre Pompidou, c'est pas de l'art ». Mais petit à petit, il s'inscrit dans notre paysage esthétique. Et je crois, en tout cas j'ose espérer, que si on demandait à détruire le centre Pompidou, il y aurait quand même une majorité de personnes pour s'y opposer. Alors, c'est intéressant parce que vous dites le centre Pompidou, ça pourrait ne pas être de l'art. C'est pas de l'art, pour reprendre votre expression dans votre phrase. Mais alors, comment qualifions-nous l'art? Parce que est-ce qu'on peut dire c'est de l'art, comme on dit c'est une bouteille d'eau?
Bah, l'art, j'aime beaucoup cette citation de Filiou, hein, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Voilà, c'est au fond, je crois qu'aujourd'hui, l'idée de la catégorisation esthétique est un peu dissoute, c'est-à-dire qu'au fond, tout est art. En revanche, est-ce que tout est art passionnant, tout est art intéressant? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, là, c'est beaucoup plus subtil. Voilà. Et ça va être la question du jugement esthétique, et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la personne seule dans son grenier, qui pense être Mozart ou Michel-Ange, inconnu, incompris, bon, bah, c'est évidemment plus subtil. C'est ce que Howard Becker appelait les mondes de l'art. Si vous n'avez pas une sphère critique, une sphère de réception, bah, vous pouvez toujours faire vos couchers de soleil seul dans votre grenier, vous ne serez peut-être pas forcément Michel-Ange. Mais alors, est-ce que l'artiste, ce n'est pas celui qui est continuellement incompris? Non, parce que toute l'histoire de l'art montre l'inverse. En revanche, il est parfois peu compris. C'est-à-dire que, ça c'est intéressant aussi par rapport à une maison comme le Centre Pompidou, je prendrai un petit exemple pour illustrer. Pablo Picasso, qui je crois, d'un avis quasi unanime, pourrait être considéré comme un grand artiste du XXe siècle. Prenez l'exemple de l'institution publique. Le premier Picasso à avoir été acquis par l'institution publique, c'est en 1933. C'est-à-dire 52 ans après la naissance de l'artiste. Qu'est-ce qu'on tire de cette petite constatation? Bah, qu'au fond, l'institution nationale est toujours en décalage par rapport au génie artistique. Et on pourrait élargir à l'entre-deux-guerres en général. Quand on achetait notre premier Picasso, on n'achetait pas Mondrian, ainsi de suite, qui était là au bout de la rue. Ils étaient là. Et donc c'est là où le regardeur, et en fait souvent un être seul, va créer cette tension et va être beaucoup plus clairvoyante, pour parler comme un poète, va être beaucoup plus anticipatrice que la commission, l'institution, le goût moyen, qui est incapable de nous montrer le chemin. Mais là, vous parlez de solitude. Est-ce que l'artiste, c'est à la fois celui qui, d'une certaine manière, souffre de solitude? Alors, c'est une vision un peu romantique. Oui. Je pense que là aussi, une page se tourne. Aujourd'hui, ce qui caractérise, on parlait tout à l'heure d'une tentative de définition de l'art contemporain, c'est le collectif. Le collectif pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des disciplines qui vont s'associer. Ou dans une même discipline, les groupes. C'est-à-dire combien d'œuvres collectives ont été créées. Dans une idée un peu folle, le Centre Pompidou, de réunir dans une même maison une bibliothèque, une cinémathèque, un musée, c'était vraiment dans cet esprit-là. Loin forcément des folies philosophiques de l'impossible œuvre d'art total, qui reste évidemment un Graal inaccessible. On est en revanche, je crois, aujourd'hui beaucoup dans le collectif. Oui, mais est-ce que la force, pourrions-nous pas dire que la force de l'art contemporain nous ramène à la faiblesse de notre ego? Dans le sens où lorsque nous voyons nous contemplons une toile, en tout cas nous l'observons, nous la découvrons, comment dirais-je, notre savoir qui, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien, comme dit Socrate. Est-ce que finalement, devant une œuvre que je ne comprends pas, je suis à la fois déstabilisé et surtout mon ego est cassé, quoi. Non, au contraire. Je pense que c'est un appel à la curiosité, c'est un appel à la découverte, c'est un appel à en savoir plus, si on a envie. Voilà. L'avantage de l'art aussi, c'est que c'est un luxe au sens philosophique du terme. Je crois qu'on peut quand même vivre sans art. On peut vivre sans art? Moi non, mais malheureusement une grande partie de la population vit sans art. Voilà, c'est triste. Et alors à quoi sert l'art si on peut vivre sans? Bah, l'art, c'est ce qui donne du sens à la vie. Mais malheureusement, on le sait, notamment dans cette grande question de la démocratisation culturelle, que c'est un combat de tous les jours, c'est un combat de tous les instants. C'est-à-dire, voilà, c'est pas en étant dans un bon fauteuil comme ce matin avec des bonnes chouquettes qu'on va changer ça. Oui. Ça commence à l'école, ça commence par votre métier, ça commence par cette force de conviction. Voilà. Mais beaucoup de personnes peuvent vivre sans art. J'allais dire, au fond, dans cette vision un peu étriquée de l'art aussi, puisque comme je le disais tout à l'heure, on trouvera toujours de l'art. Et il y aura toujours de l'art, même dans les personnes les plus défavorisées, qui ont le moins de moyens. On a toujours cette fibre esthétique, c'est ça qui est aussi fascinant. Et vous parlez de l'école, vous parlez de l'enseignement. Est-ce que faut-il être éduqué
pour apprécier une œuvre d'art? Et qui plus est, une œuvre d'art contemporaine. Grand débat, grand débat. Là où en revanche je suis sûr et certain, c'est qu'il ne faut pas être plus éduqué pour apprécier l'art contemporain que pour apprécier une œuvre de Poussin, pour prendre Oui. l'exemple d'un grand peintre Mhm. de notre pays. Je veux dire, il y a plus de complexité souvent à comprendre une toile de Poussin qui est très ésotérique aujourd'hui par rapport à nos codes, que finalement beaucoup d'œuvres contemporaines qui parlent très facilement à l'âme, à l'émotion, parce qu'elles vont jouer par exemple sur l'abstraction, sur la couleur, sur la lumière, qui sont des sensations assez simples. Après, dans votre débat, c'est toujours une grande tension. Je pense que justement, ce qui fait les grandes œuvres, c'est qu'elles parlent à la fois aux personnes qui n'ont aucun bagage culturel, mais qu'après, pour pouvoir en apprécier toute la complexité, toute la stratification des regards, toute la multiplicité des schémas, évidemment, ça passe par l'éducation. C'est la fameuse phrase de Picasso, là encore, on lui en a prêté beaucoup, donc celle-ci doit être encore totalement fausse, mais il avait ce côté un peu percutant dans ses formules. Voilà. On lui demandait, mais je comprends rien à ce que vous faites. Et il lui répondait, mais savez-vous parler le mandarin? Moi, est-ce que vous me demandez de parler le chinois? Bon, ben voilà, donc c'est toujours cette idée simple qu'évidemment, par rapport à ce continuum qu'on expliquait tout à l'heure, autant je ne crois pas au progrès en art, parce qu'il y a autant d'émotions dans la grotte Chauvet que devant un Picasso, autant pour apprécier Picasso, il faut peut-être qu'il y ait eu quelques étapes avant pour pouvoir l'apprécier, parce que Picasso s'inscrit dans cette histoire et il va réagir par rapport aux anciens. D'ailleurs, parfois, en étant sous leur influence, pensez à la fin de sa vie où il a été influencé par Velázquez, par Manet, par voilà. C'est ça. Alors, quand j'ai préparé cette interview, j'ai lu qu'en 2010, Le Monde vous avez offert une tribune. Et voilà ce qu'il Le Monde soulignait à votre égard. Laurent Lebon est l'une des personnalités les plus inventives du monde des musées français, où il incarne l'exception plutôt que la règle. Oui, alors, bon, Laurent Lebon. le papier ne refuse pas l'encre. Là, effectivement, je vais finir par vraiment rougir. Non, ce que je crois en revanche, c'est que j'aime, parce que je suis un horrible technocrate, je suis un fonctionnaire de la culture, mais j'aime ce métier parce que justement, il y a ce sens du service public. Mais effectivement, en l'exerçant, tous les matins en me réveillant, je me dis, ben voilà, comment faire bouger un peu les lignes. Si c'est pour aller sur les traces déjà esquissées, ça m'intéresse moins. Ce que j'aime plutôt, c'est les chemins de traverse. C'est ça. De regarder de biais. Tout à fait. Mais alors, pour reprendre cette tribune du Monde, selon vous, l'art a-t-il des règles? Bien sûr. Et quelles sont les règles de l'art? Oh ben, il y en a mille, hein, et qui ont beaucoup changé à travers le temps. Si on revient justement à notre exemple académique, il y avait non seulement une hiérarchie, il y avait une codification. Mais évidemment, aujourd'hui, les règles sont brisées. Mais d'aucuns vous diraient que justement, en brisant les règles, on recrée de nouvelles règles. C'est toujours le serpent qui se mord la queue. Et que certains même critiquent et profondeur de cette catégorie art contemporain, que je disais tout à l'heure, surtout ne pas retenir, parce que c'est une très mauvaise définition de l'art contemporain, mais il la définit justement par un certain conformisme, par justement une sorte de règle de l'avant-garde. Voilà, bon, et évidemment, quand vous êtes Kandinsky, quand vous êtes Mondrian, et que vous vous lancez par exemple dans l'abstraction au début du XXe siècle, vous cassez les règles, mais après vous recréez des sortes d'habitudes, et c'est pas la même chose de faire une œuvre abstraite 50 ans après Kandinsky qu'au même moment Kandinsky. Mais alors, est-ce que c'est lorsque l'on sort de ce certain conformisme, comme vous dites, qu'on atterrit, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans l'œuvre, dans l'art contemporain? Est-ce que l'art contemporain, c'est celui qui ne fait pas sortir du conformiste qu'on a toujours? Oui, enfin, le danger aussi, c'est cette espèce de culte de l'avant-garde en permanence. Oui, voilà. oui, c'est ça. Je veux dire, pour prendre un exemple simple, dans une très belle interprétation d'un morceau de musique classique, vous pouvez avoir un esprit contemporain. On n'interprète peut-être pas Mozart aujourd'hui comme on l'a interprété de son vivant, et ça c'est passionnant. Je veux dire, voilà. Donc je crois que il faut toujours regarder les choses avec circonspection. Je pense que le scandale pour le scandale, on en est un peu revenu. Oui. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, évidemment, on cherche aussi à apprécier la diversité. Je crois qu'on n'a jamais été dans une époque aussi polycentrée, aussi, pour prendre le terme d'Édouard Glissant, nous sommes dans un archipel, c'est ça qui est passionnant. C'est ça. Mais alors, Laurent Lebon, le beau est-il toujours au service de l'art? En fait, est-ce que le beau fonde l'art ou pas? Non, je crois fondamentalement aujourd'hui, comme on se l'est dit beaucoup ce matin,
Vraiment, le beau est une définition qui peut plaire à notamment une majorité, parce que c'est là où on va trouver une sorte de consensus, mais c'est sans doute pas la définition de l'art. D'accord, mais alors quelles sont les autres fonctions de l'art, si ce n'est simplement de ne pas être au service uniquement du beau? Bah, donc faire questionner tout simplement, pour reprendre votre métier, c'est l'essence philosophique, l'art. C'est ce qui nous aide à débattre, c'est ce qui nous aide à comprendre, c'est ce qui nous aide à éviter d'être dans un train-train quotidien. C'est C'est ça. ce qui, voilà, c'est. Mais ça passe pas forcément par le beau. Ou alors c'est une vision du beau très large, voilà que. Ça passe par le lait alors. Bien sûr. Est-ce que, Laurent Lebon, nous sommes dans un cercle d'anthropologie, donc la connaissance de l'humain, la philosophie c'est l'amour de la sagesse, l'art c'est l'amour de quoi? L'art, c'est l'amour de la vie, pour reprendre la phrase de Philippe de tout à l'heure. C'est justement ce qui fait que être sur notre planète a du sens. Voilà. Si on vit uniquement pour boire, manger, dormir, bon, peut-être que ça sera des journées passionnantes. Même si justement c'est là où l'art vient s'immiscer, on sait aujourd'hui que la cuisine, Oui, le repas est une forme d'art. tout à fait, mais alors est-ce que vous... Elle est même classée maintenant patrimoine immatériel. Heureusement en plus, Voilà. si vous êtes gourmand c'est parfait, mais Laurent Lebon, est-ce que tous les jours, euh, l'art pour vous est un miroir? Vous apprenez à vous connaître tous les jours avec toutes les œuvres que Non, vous côtoyez? non, parce que malheureusement, une grande partie, je le disais tout à l'heure, de mon quotidien est aussi fait voilà, de la vie basique d'un gestionnaire. Voilà, donc l'art, c'est pas non plus. Je ne crois pas forcément à l'art comme chose exceptionnelle, comme étincelle, comme voilà, mais il faut quand même des moments. Voilà, je veux dire, il faut quand même être ouvert, prêt, attentif. Voilà, je crois que l'attention pour justement pouvoir créer les conditions de la bonne perception esthétique me semble essentielle. Alors, oui, j'entends ce que vous dites, et j'aime beaucoup Nietzsche, qui ne donne pas l'art dans une catégorie particulière, mais il a cette belle expression, il dit il faut que l'homme fasse de sa vie tout entière une œuvre d'art. Oui, alors ça, c'est l'artiste. Ça, c'est l'artiste. Mais je veux dire, après, bonne chance hein, pour nous, pauvres mortels. Voilà, mais on rêverait de ça, effectivement. Mais c'est justement, là, on revient tout à fait à notre définition d'artiste, où quand on se lève le matin, ben voilà, il faut que notre vie soit une œuvre d'art. Mais bon, C'est ça. Et est-ce que, Laurent Lebon, est-ce que pour vous, l'art imite obligatoirement la nature? non, absolument Et pas. alors, si elle n'imite pas la nature, d'où part-il? Bah, causa mentale, comme disait notre ami Léonard. Voilà, non, c'est vraiment la grande révolution, je crois, esthétique du XXe siècle, mais qui est ancrée dans une réalité plus ancienne de l'histoire de l'art. Euh, le rapport à la nature a éclaté, et voilà, je veux dire, parce qu'on a appelé un peu rapidement l'abstraction, même s'il y a un lien à la nature évident entre abstraction et monde qui nous entoure. Mais aujourd'hui, il y a mille manières de faire de l'art sans rapport à la nature. Notamment, revenons à ce domaine qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la musique. Oui. Bien sûr qu'on va pouvoir trouver des métaphores naturelles et autres, mais fondamentalement, la musique est un art voilà, déconnecté du monde réel. Mais alors, est-ce que l'art, c'est la... comme dira, c'est Hegel qui dit que l'art, c'est la manifestation de l'esprit. C'est-à-dire cette intelligence qui vient s'incarner dans la Tout à fait. matière. Je crois que je me retrouverai tout à fait dans cette définition. Et c'est ce que vous faites au Centre Pompidou. J'aimerais bien, voilà, mais au Centre Pompidou, je suis aussi, comme on le disait il y a quelques minutes, dans la gestion au quotidien d'une maison, tout simplement, hein, parce qu'il y a un budget, il y a une équipe, il y a une aventure, voilà. On n'est pas tous les jours à faire de l'art. Voilà. C'est ça. Et au Centre Pompidou, quelle est votre principale finalité? Où voulez-vous conduire le centre? Oh, si on peut apporter un peu de bonheur à nos visiteurs, je crois qu'on aura déjà rempli une grande partie de nos missions. Et quelle définition donnez-vous du bonheur? On va faire que tout simplement être aux autres dans un partage d'un moment un peu différent où justement on n'est pas dans ce quotidien et que l'art nous extrait, nous emmène vers un ailleurs. Et Laurent Lebon, êtes-vous heureux? Alors ça, le bonheur est une quête perpétuelle. Quelle perpétuelle. Est-ce que l'art peut-être nous serait l'un des instruments Je pense qu'il peut y contribuer. il peut y contribuer? Laurent Lebon, malheureusement, l'interview va s'achever. Une demi-heure est déjà passée.
À tous les étudiants, les milliers d'étudiantes, d'étudiants qui nous regardent, aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter? Bon, j'aurais pas leur prétention de leur donner un message d'espérance, mais je voudrais leur dire par rapport au Centre Pompidou que c'est une maison pour toutes et tous, et notamment les étudiantes et les étudiants qui l'oublient un peu. Ils fréquentent beaucoup notre bibliothèque, qui est la principale bibliothèque de lecture publique à Paris. Mhm. Mais je voudrais les encourager à découvrir la richesse de notre programmation dans toute sa diversité et leur dire qu'on attend beaucoup d'eux. On a souvent usé et abusé de cette phrase que la jeunesse va changer le monde, mais je crois aujourd'hui qu'on est vraiment dans une période charnière et pour avoir la chance aussi d'enseigner, j'ai grande confiance. Ah, merci beaucoup. Chers amis, retenons ce que vient de nous dire notre ami Laurent Lebon. Nous attendons beaucoup de vous, donc soyez au rendez-vous. Vraiment, soyez au rendez-vous. Laurent Lebon, un très grand merci de m'avoir Merci à vous. reçu. Et permettez-moi de terminer cette interview par une citation de l'auteur belge Gaëtan Fosser, qui définit l'art contemporain de la manière suivante. L'art contemporain, c'est l'archéologie du présent. Laurent Lebon, je crois que cette citation vous va à merveille, si je puis me permettre, parce que dans tout ce que vous nous avez dit, finalement, je ne retiendrai qu'une seule chose, c'est que à la fois l'art nous permet de connaître le monde, mais de nous découvrir aussi et de nous ramener au présent, parce que finalement, seul le présent et l'instant est le lieu qui ne pourra jamais nous trahir, ni trahir les autres, et encore moins l'art. Je souscris tout à fait. Alors, merci infiniment. Merci Laurent pour Lebon. votre invitation. Merci.